Le Mexique est une économie qui devrait être riche. Il dispose d'une population nombreuse et relativement qualifiée, d'une frontière terrestre directe avec la première économie mondiale et le plus grand marché de consommation, d'un accès facile aux océans pour le commerce mondial, d'une région du monde en paix et d'une abondance de ressources naturelles. Les tensions commerciales mondiales entre les États-Unis et la Chine ont offert au Mexique une occasion unique. Alors que les biens de consommation bon marché en provenance de Chine devenaient artificiellement plus chers en raison des droits de douane et des restrictions commerciales, le Mexique était parfaitement positionné pour prendre sa place en tant que centre de fabrication à bas prix. La pandémie mondiale a ensuite démontré les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement trop complexes, impliquant des dizaines de pays à travers le monde. Le Mexique s'est à nouveau trouvé dans une position unique pour tirer parti de cette situation, en tant que pays géographiquement, économiquement et politiquement proche, qui pouvait constituer un guichet unique pour les produits manufacturés dont le prix était le facteur le plus important. L'industrie manufacturière mexicaine s'est considérablement développée, mais la prospérité économique qui aurait dû en découler n'a pas été au rendez-vous, et comprendre pourquoi peut apprendre beaucoup aux économistes sur la manière de gérer leurs propres économies pour tirer parti des opportunités qui se présentent à eux. Alors, pourquoi la croissance du Mexique a-t-elle stagné alors que ses opportunités industrielles sont devenues beaucoup plus lucratives ? Y a-t-il des inconvénients économiques à être si proche de la plus grande économie du monde ? Et si c'est le cas, le Mexique peut-il faire quelque chose pour résoudre ces problèmes ? Une fois que nous aurons fait tout cela, nous pourrons placer le Mexique sur le classement de l'économie expliquée. Malgré tous les problèmes récents auxquels la Chine a été confrontée concernant ses exportations de produits manufacturés à bas prix, les tensions commerciales n'étant qu'un facteur parmi d'autres, en plus des confinements prolongés, des problèmes de propriété intellectuelle, des revendications salariales plus élevées de la part des travailleurs et d'un gouvernement moins favorable aux entreprises, elle reste, pour l'instant du moins, beaucoup plus compétitive que le Mexique à l'échelle mondiale. La Chine reste de loin la plus grande nation manufacturière du monde. Malgré les revers causés par la pandémie, les guerres commerciales et les confinements prolongés, sa production industrielle a augmenté de manière significative au cours des dernières années et continue de croître. Rien qu'en 2020, sa production manufacturière a augmenté de plus de 20% pour atteindre 4,85 000 milliards de dollars, ce qui la rend un peu moins de 2 fois plus productive que les États-Unis, qui arrivent en deuxième position, et 20 fois plus productive que le Mexique. Pour être honnête, ce résultat fait suite à 3 années de stagnation, au cours desquelles la production est restée pratiquement constante pendant le confinement et les données relatives à l'industrie manufacturière chinoise sont notoirement peu fiables. Mais même selon les estimations les plus prudentes, aucun pays au monde n'est sur le point de remplacer la Chine en tant que centre industriel, ce qui est normalement ce dont les gens parlent lorsqu'ils affirment que quelque chose va devenir la prochaine Chine. Pour donner une idée de l'échelle de cette question, ce chiffre de 4,85 000 milliards de dollars est un chiffre de production nette calculé en additionnant toute la production qui sort des chaînes de production et en soustrayant les ressources qui sont introduites au début de ces chaînes. Cela signifie que l'économie chinoise ajoute chaque année cette valeur, soit environ 5% de la production mondiale totale aux ressources utilisées dans ces usines. En revanche, le Mexique produit chaque année pour 230 milliards de dollars de biens manufacturés, ce qui signifie que même si le pays ne produisait rien pour lui-même ou pour tout autre pays du monde et ne fabriquait que des produits destinés à être exportés exclusivement vers les États-Unis, il ne produirait toujours pas assez pour remplacer la moitié des importations en provenance de Chine, qui s'élèvent à 580 milliards de dollars. Les économies dont les marchés fonctionnent bien recherchent naturellement les biens et services les plus compétitifs. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, l'augmentation du coût de la main-d'œuvre chinoise et la logistique beaucoup plus simple, qui consiste à faire passer un produit par une frontière plutôt que par le plus grand océan du monde, ont réduit l'écart, mais ne l'ont pas éliminé. Il est toujours important de tenir compte des préjugés lorsque l'on examine des questions de ce type, car les gens sont toujours plus enclins à trouver des preuves qui confirment ce qu'ils veulent être vrai qu'à trouver des preuves qui vont à l'encontre de ce qu'ils veulent entendre. Malgré l'animosité compréhensible que nous éprouvons à l'égard des dirigeants du gouvernement chinois et de l'influence économique qu'ils exercent sur de nombreux pays, cela ne changera pas simplement parce que nous le voulons. Dans le contexte de cette discussion macroéconomique particulière, où la Chine et le Mexique se disputent le marché lucratif des États-Unis, ces questions sociales et politiques détournent probablement aussi l'attention du fait que le Mexique n'est pas parfait non plus. Bien que le Mexique présente plusieurs caractéristiques économiques fortes, notamment des ressources naturelles abondantes, une main-d'œuvre jeune et productive et une situation géographique favorable, il reste confronté à des critiques et à des défis qui entravent la réalisation de son plein potentiel économique.
L'un des principaux problèmes est la criminalité, qui reste une préoccupation majeure et affecte à la fois la population nationale et la réputation internationale du pays. Je pense que nous pouvons être honnêtes et dire que c'est malheureusement l'une des premières choses auxquelles nous pensons lorsque nous évoquons le Mexique. Et à ce stade, que ce soit mérité ou non, n'a pas vraiment d'importance. Aujourd'hui, plus que jamais, les réputations internationales comptent. L'association du Mexique avec les cartels et les activités illicites fait oublier son statut de grand marché d'exportation et de destination pour les investissements étrangers. Il est important de noter que cette vidéo se concentre uniquement sur les industries légitimes du Mexique, les industries illicites méritant probablement une attention distincte. Néanmoins, les perceptions négatives et la mauvaise presse qui entourent le Mexique ont eu des répercussions économiques importantes. Les investisseurs internationaux négligent souvent le Mexique en tant que grande économie en développement, en raison de préoccupations liées à la sûreté et à la sécurité. Un autre problème est tout simplement que, malgré sa position de 15e économie mondiale, le Mexique a du mal à répartir les richesses, celles-ci étant finement réparties sur l'ensemble de la population, mais fortement concentrées au sommet. Bien que l'inégalité des richesses ne soit pas aussi grave que dans certains pays, elle reste un problème important. Les zones régionales, en particulier celles situées au-delà des régions frontalières avec les États-Unis et Mexico, connaissent une plus grande pauvreté et un accès limité aux avantages économiques par rapport aux grandes villes. L'inégalité des richesses est en soi une source de problèmes sociaux, mais elle ne nuit pas toujours à l'économie. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens pensent que le Mexique pourrait être la prochaine Chine est qu'il offre une fabrication à faible coût. L'inégalité des richesses a également contribué au problème de la sous-bancarisation au Mexique. De nombreuses personnes n'ont pas accès aux services financiers traditionnels, tels que les comptes bancaires, les services bancaires en ligne, les prêts immobiliers et les cartes de crédit. Ce manque d'inclusion financière engendre divers problèmes, notamment une stabilité financière limitée, des difficultés à faire des affaires et des possibilités restreintes de mobilité sociale. Bien que l'existence d'un secteur financier bien réglementé présente des avantages tels que la sécurité du stockage de l'argent, des investissements et la facilité de faire des affaires, la situation de sous-bancarisation du Mexique entrave la concrétisation de ces avantages. Le manque d'opportunités, associé à des problèmes tels que la criminalité et les faibles perspectives de revenus pour les travailleurs régulier, a conduit à un exode important de personnes éduquées du Mexique. La plus grande exportation du pays est sa propre population, avec plus de 13 millions de citoyens mexicains vivant à l'étranger, notamment aux États-Unis. Si les envois de fonds de ces personnes profitent à l'économie locale, le départ définitif de travailleurs qualifiés a un impact négatif. Un flux de revenus provenant de l'étranger ne remplacera jamais à long terme les travailleurs hautement qualifiés du pays qui peuvent créer des industries à valeur ajoutée. L'inégalité au Mexique, caractérisée par des disparités extrêmes entre les super riches et les pauvres, exacerbe ces problèmes car les gens sont plus enclins à chercher une vie meilleure dans le Nord. Mais comme beaucoup le soulignent, cette situation pourrait commencer à changer, car les opportunités commencent à se déplacer vers le sud. Des entreprises telles que GM, Ford, Toyota et Tesla ont profité de la proximité de la main-d'œuvre mexicaine en réalisant d'importants investissements dans le pays. Ces investissements étrangers, comme tous les autres, peuvent être classés en deux catégories: les investissements directs étrangers et les investissements de portefeuille étrangers. Les investissements directs étrangers font référence à des investissements spécifiques réalisés dans un pays où l'investisseur conserve un contrôle important sur l'actif et ne se contente pas d'en tirer des bénéfices financiers. Par exemple, si une riche famille américaine achète une maison de vacances en Nouvelle-Zélande, cela est considéré comme un investissement direct étranger. De même, lorsqu'une entreprise automobile comme Ford établit une usine au Mexique, cela relève également de l'investissement direct étranger. Ce type d'investissement est généralement considéré comme bénéfique pour l'économie, car il stimule les marchés locaux et il crée des emplois. Mais il n'est pas sans poser de problème. L'investissement direct étranger, de par sa nature même, donne beaucoup de contrôle aux entités étrangères et signifie également que la plupart de la planification économique autour de ces investissements se concentre sur l'extraction de valeur à retourner au pays d'origine de l'investisseur. Lorsqu'une entreprise américaine ouvre une usine au Mexique, elle ne le fait pas pour aider l'économie mexicaine ou sa population, mais pour avoir accès à un centre de production moins cher qu'une entreprise nationale. Tout coup de pouce à l'économie locale n'est qu'un effet secondaire, qui n'est probablement même pas bien accueilli par les entreprises qui réalisent ces investissements et qui ne veulent pas que la main-d'œuvre devienne trop prospère et commence à demander trop d'argent. Qui plus est, tout développement majeur réalisé grâce à ces investissements renverra de la valeur principalement dans le pays de l'investisseur.
Et si un centre de recherche et de développement américain installé au Mexique découvre une nouvelle technologie de batterie étonnante, cette technologie appartiendra à l'entreprise américaine. L'alternative est donc l'investissement de portefeuille étranger. L'investissement de portefeuille à l'étranger consiste à investir sur un marché étranger par le biais d'instruments financiers facilités par les institutions financières locales. Par exemple, un investisseur australien peut acheter des actions américaines par l'intermédiaire d'un courtier australien sans se rendre physiquement aux États-Unis, ou un citoyen américain peut acheter des actions dans une start-up mexicaine qui étudie la technologie des batteries. Si cette jeune entreprise finit par découvrir de nouvelles technologies de batterie étonnantes, l'investisseur américain obtiendra un bon rendement, mais la technologie appartiendra toujours à une entreprise mexicaine. Pour cette raison, ce type d'investissement est toujours préférable pour le pays qui le reçoit. Mais pour toutes les raisons que nous avons déjà explorées et celles que nous aborderons par la suite, ce n'est tout simplement pas une option très populaire au Mexique. Malgré cela, l'investissement direct étranger au Mexique a quand même apporté des avantages en termes d'opportunités d'emploi, de formation et de développement des industries locales. Lorsque Tesla construira sa nouvelle usine au Mexique, elle emploiera des milliers de travailleurs mexicains rien que pour la construire, avant d'en employer des milliers d'autres pour la faire fonctionner une fois qu'elle sera opérationnelle. Mais plus que cela, ces investissements directs étrangers, en particulier de la part de grandes entreprises multinationales bien connues, ont un effet moins tangible, mais sans doute plus important. Chaque fois qu'un nouvel investissement important est réalisé dans l'économie mexicaine, il fait l'objet de gros titres qui, lentement mais sûrement, font évoluer l'opinion publique sur le potentiel économique du pays. En conséquence, le Mexique acquiert la réputation d'un fournisseur fiable de produits manufacturés de qualité, plutôt que celle d'un pays où règne la criminalité et où la main-d'œuvre est bon marché. L'autre moyen pour un pays de développer ses propres industries est la dette, qui joue également un rôle unique et crucial dans la dynamique économique du Mexique. Le pays a un ratio endettement des ménages sur PIB remarquablement bas. Et bien que cela semble être une bonne chose, c'est principalement dû au fait que la population est sous-bancarisée. Ce problème de sous-bancarisation rend difficile l'octroi de prêts à des personnes qui gagnent principalement des revenus en espèces et qui n'ont probablement pas de dossier financier officiel. Ce faible taux d'endettement limite également le potentiel de croissance du Mexique. Par rapport à d'autres pays en développement comme la Chine, l'Inde, les Philippines ou le Japon d'avant, le taux de croissance du Mexique a été plus lent, principalement en raison de cette contrainte liée à l'endettement. Par ailleurs, l'une des plus grandes faiblesses du Mexique réside ironiquement dans le fait qu'il dépend fortement de ses relations économiques avec les États-Unis. Alors que les économistes et les commentateurs s'enthousiasment du potentiel du Mexique à alimenter la demande de biens de consommation en provenance des États-Unis, d'autres s'inquiètent des conséquences que cela pourrait avoir sur l'économie à long terme. Cette étrange relation avec les États-Unis a des répercussions sur l'économie mexicaine dans d'autres domaines également. Ironiquement, sa proximité avec le plus grand marché du monde est autant un fardeau qu'une bénédiction pour le Mexique. Les États-Unis sont évidemment le premier partenaire d'exportation du Mexique, mais c'est l'ampleur de cette dépendance qui est préoccupante. Les États-Unis représentent plus de 80% des exportations du Mexique. En revanche, le Canada représente moins de 3% des échanges commerciaux du Mexique. Compte tenu de cette dépendance, on peut dire que les industries mexicaines ont besoin des États-Unis, mais que les États-Unis n'ont pas besoin d'elles. Cette relation économique a été bénéfique pour les deux pays jusqu'à présent, mais d'autres questions l'ont transformée en une sorte de football politique pour les décideurs américains. Des changements dans l'attitude des Américains et dans les dirigeants du pays pourraient rapidement conduire à la renégociation des accords commerciaux, tels que l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, qui a déjà été remplacé par l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Les deux accords sont effectivement identiques pour l'instant, mais le remplacement de l'ancien accord par le nouveau était très important pour un certain dirigeant politique qui l'a qualifié de pire accord commercial de l'histoire des accords commerciaux. La Chine peut survivre à une guerre commerciale à motivation politique avec les États-Unis, mais pas le Mexique. L'appréhension des entreprises à investir dans de nouvelles usines ou à s'engager dans la recherche et le développement en raison des incertitudes commerciales futures a eu un impact négatif sur la croissance économique du Mexique. La proximité du Mexique avec les États-Unis nuit également aux investissements de portefeuille, le type d'investissement étranger le plus favorable qui permet de garder le contrôle des actifs et des ressources dans le pays. En effet, les investisseurs étrangers préfèrent tout simplement placer leur argent aux États-Unis, un marché beaucoup plus stable, plus vaste et généralement plus prospère. Ce problème n'est pas propre au Mexique. Le Canada est confronté à la même situation.
Mais il mérite d'être mentionné, d'autant plus que le Mexicain moyen est beaucoup moins riche que le Canadien moyen, et qu'il est donc moins en mesure de réaliser lui-même des investissements sur son marché intérieur. Le Mexique est donc confronté à de nombreux défis qui l'empêchent d'avancer. Toutefois, les tendances récentes montrent qu'il existe un potentiel de changement positif. L'accès à la technologie a été identifié comme un moteur de l'amélioration de l'accès aux services financiers au Mexique. Les services bancaires numériques, les paiements mobiles et les innovations fintech font progressivement leur chemin et fournissent des solutions financières à la population sous-bancarisée. Les efforts pour lutter contre la criminalité et la corruption sont en cours, bien que les progrès soient graduels. L'engagement du gouvernement mexicain en faveur des réformes économiques, du développement des infrastructures et de la diversification des industries au-delà du secteur manufacturier est également prometteur pour une économie plus durable et inclusive. L'économie mexicaine possède de nombreux atouts, notamment son industrie manufacturière. Cependant, des défis tels que la criminalité, l'inégalité des richesses, la sous-bancarisation, la fuite des cerveaux, les contraintes liées à la dette et la dépendance excessive à l'égard des États-Unis constituent des obstacles à la réalisation de son plein potentiel économique. Les efforts déployés pour résoudre ces problèmes, combinés aux progrès technologiques et aux initiatives gouvernementales, permettent d'espérer un avenir plus prospère et plus équitable pour le Mexique. Toutefois, le Mexique ne sera pas la prochaine Chine. Il lui reste un long chemin à parcourir avant de pouvoir réduire ne serait-ce que légèrement la dépendance des États-Unis à l'égard de la Chine. Mais même s'il n'y parvient pas, s'il continuait à aller dans cette direction, on peut espérer qu'il réduira sa dépendance à l'égard des États-Unis. Il est maintenant temps de placer le Mexique dans le classement de l'économie expliquée, en commençant comme toujours par la taille. Grâce aux industries qu'il possède, le Mexique a un PIB de 1,3 000 milliards de dollars, ce qui en fait la 15e économie du monde, juste derrière l'Espagne et juste devant l'Indonésie, ce qui lui vaut une note de 8 sur 10. Ce PIB, bien qu'impressionnant, est réparti sur une population de 126,7 millions d'habitants, ce qui signifie que le PIB par habitant n'est que de 10 046 $, soit un peu moins que la moyenne mondiale de 12 235 $. Les opportunités existent et ce chiffre s'améliore, bien que lentement, mais pour l'instant, le Mexique obtient une note de 5 sur 10. La stabilité et la confiance sont meilleures que ce à quoi s'attendent la plupart des gens. Le pays a certes ses problèmes de criminalité et de corruption, c'est indéniable, mais il a démontré qu'il était un endroit fiable pour faire des affaires et tirer parti des ressources qu'il offre. À long terme, il sera important que le Mexique règle ses autres problèmes, mais pour l'instant, il réussit à convaincre les entreprises américaines qu'il s'agit d'un endroit suffisamment sûr pour s'y installer. Le Mexique obtient une note de 6 sur 10. La croissance n'a pas été aussi forte qu'elle aurait dû l'être. Au cours de la dernière décennie, l'économie a progressé d'environ 20%, ce qui va toujours dans la bonne direction, mais ce taux est bien inférieur à celui de son voisin du Nord, bien plus grand et bien mieux établi. La croissance du Mexique devrait être fortement corrélée à celle des États-Unis, mais ce n'est pas le cas pour toutes les raisons que nous avons explorées dans cette vidéo. Le Mexique obtient donc pour l'instant une note de 4 sur 10. Enfin, en ce qui concerne l'industrie, le Mexique a montré qu'il était prêt à devenir une alternative plus petite mais viable au pays communément appelé atelier du monde depuis un demi-siècle. Il ne développe pas encore ses propres industries ou de nouvelles technologies, mais il obtient pour l'instant une note de 7 sur 10. Au total, le Mexique obtient une note moyenne de 6 sur 10, un résultat très respectable qui le place ici dans le classement. La première place du classement est occupée par les États-Unis, une économie que nous avons beaucoup évoquée dans cette vidéo. Si vous êtes curieux de savoir si elle mérite vraiment cette place, cliquez sur la vidéo à l'écran. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao!